Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour un nouveau book haul et je vais essayer d'être assez brève puisque je n'ai pas encore lu ces titres et que j'ai notamment beaucoup de suites de sagas ou de sagas que je commence mais dont je vais finalement assez peu vous parler puisqu'elles auront tendance à revenir certainement de façon récurrente sur la chaîne compte tenu du fait qu'il y a plusieurs tomes. Et je commence tout de suite avec les services presse. Dans un premier temps, j'ai reçu donc Les Sœurs Grémillet, le tome 6, La Villa des Mystères de Di Gregorio et Barbucci, publié chez les éditions Dupuis. C'est une saga que j'apprécie énormément suivre, dans laquelle on suit trois sœurs qui sont complètement différentes mais qui sont extrêmement attachées les unes aux autres, qui ont des relations de famille assez complexes et parfois même conflictuelles et qui se construisent donc dans ce cadre qui est tantôt bancal, tantôt très sécurisant. Elles ont une ouverture sur le monde, une ouverture d'esprit qui est assez enviable, je trouve, tout du moins qui est belle à voir dans l'éducation d'un enfant. Très très belle saga qui parle beaucoup également de la nature et du rapport aux animaux. Je poursuis avec une BD que j'ai reçue de la part des éditions Grand Angle qui est écrite et illustrée par Alicia Jaraba. Donc questionnement, peut-on vivre à deux quand on ne sait pas vivre avec soi? Donc on va suivre ici une histoire de couple. J'imagine que les choses vont être tournées sous forme un petit peu dramatique. Je vous laisse observer la couverture avec ici le protagoniste féminin et ici le protagoniste masculin. On a donc cette opposition également des couleurs avec des couleurs chaudes en bas, des couleurs froides en haut. Donc j'imagine qu'il va y avoir ces espèces de questionnements autour des incompréhensions qu'il peut y avoir dans une relation de couple ou peut-être des désirs qui sont différents. Je pense que ce sera très intéressant. Et de façon générale, les publications de la collection Grand Angle, donc chez Bambou, je les trouve qualitatives en ce sens que ce sont des espèces de tranches de vie et que les auteurs tendent, je trouve, très facilement à véhiculer des messages importants de façon très très brève, donc avec le format de la BD. Ensuite, de la part des éditions Glénat, j'ai reçu le premier tome de Pendragon, L'Épée Perdue, qui est donc une relecture épique et inattendue de la légende du roi Arthur. C'est donc fait par Le Gris, Delac et Martinello. Et je ne vais pas vous en dire beaucoup plus, puisque je n'ai pas de présentation plus précise. Je vous montre un petit peu donc la carte qui orne la couverture. Et ensuite, voilà un petit peu le type d'illustration que vous trouvez à l'intérieur de cette BD. C'est assez sombre, c'est une BD plus adulte, je dirais, dans les illustrations proposées. Je pense que ce sera très sympathique. Toujours de la part des éditions... Ah non, pardon. De la part des éditions Dupuis, cette fois. J'ai reçu donc cette intégrale qui vient de paraître, qui est l'intégrale donc de Olive, dans lequel vous trouvez les 3 tomes de cette BD dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne et que j'affectionne tout particulièrement. J'avais adoré le tome 1, ça avait été un énorme coup de cœur lors de sa sortie. Il me semble que c'était il y a peut-être 5 ou 6 ans maintenant. 2 tomes ont suivi, les 2 étaient tout aussi qualitatifs. On parle de neuroatypie, on parle surtout donc du personnage d'Olive qui est une jeune fille assez renfermée, qui a beaucoup de mal à se faire des amis, à tisser des liens avec d'autres personnes, à les laisser rentrer un petit peu dans sa bulle de protection. Cette bulle, elle est aussi imagée par tout le monde imaginaire qu'elle construit dans sa tête et dans lequel un jour va surgir un astronaute. Astronaute qui a disparu de la surface de la Terre en atterrissant donc depuis sa capsule. Donc voilà. Il va y avoir plein de petites choses comme ça. C'est à la fois un récit d'enquête. On parle aussi un petit peu donc de très très brièvement de cette idée de conquête spatiale, mais surtout donc on voit un petit peu de quelle façon Olive va tenter de s'ouvrir au monde malgré toutes ses difficultés. Ensuite, de la part des éditions Glénat, j'ai reçu le tome 3 de Rave, donc de Groove Avant Adventure de Hiro Mashima, qui est donc l'auteur de Fairy Tail. Je vous ai déjà parlé des tomes 1 et 2, me semble-t-il, tout du moins je l'ai fait sur Instagram. Je n'ai pas beaucoup apprécié les 2 premiers tomes, j'ai trouvé que finalement c'était assez rébarbatif, on avait le scénario un petit peu classique des shonen. C'est la première saga de l'auteur. Je trouve que les dessins sont également bien plus minimalistes que dans Fairy Tail, beaucoup moins exigeants, donc j'apprécie moins cette saga. Je continue néanmoins encore un petit peu et si je ne suis toujours pas convaincue, je laisserai tomber, je passerai à autre chose.
Ensuite, chez Dupuis, Salon de beauté, donc d'après le roman de Mario Bellatin, que je ne connais absolument pas, et c'est de Quentin Zucchian. Je vous montre la couverture que je trouve très jolie, j'espère que la lumière ne vous gênera pas trop. Donc je ne sais plus vraiment de quoi parle ce récit, je ne vais pas essayer d'épiloguer sur quelque chose dont j'ai finalement assez peu de souvenirs, mais je peux vous lire ce qu'on trouve en 4e de couverture, c'est une citation de la BD. Il est crevé ton poisson, il a les écailles toutes pâles, il a dû tomber malade. Il a peut-être contaminé les autres, il faut les jeter. Si c'est contagieux, de toute façon, ils sont condamnés. Garde-les dans l'aquarium, tu verras bien s'ils survivent. Voilà, et au niveau des illustrations, vous êtes donc sur ce type de graphisme. Je vous en parlerai et je vous le montrerai plus en détail dans un vlog, comme je le fais le plus souvent pour les ouvrages graphiques. De la part des éditions Doki Doki, j'ai reçu La Romancière et le Mercenaire alors Asobu Minami au scénario, au dessin on a Nashio Murayama. Donc c'est un premier tome, je vous montre les illustrations à l'intérieur également. Et là en 4e de couverture on nous dit une romancière en quête d'inspiration part explorer la noirceur d'un monde oublié. À une époque de croissance rapide marquée par les villes ensevelies sous la fumée des locomotives à vapeur, après l'achèvement du chemin de fer transcontinental, le métier de mercenaire est devenu obsolète. C'est alors que Sword, un ancien mercenaire au chômage qui a du mal à joindre les deux bouts, reçoit une offre d'emploi de Valdéron, une célèbre romancière. Sa mission consiste à l'escorter jusqu'à une chaîne de montagnes maudites non répertoriée sur les cartes, mais leur voyage les entraînera très vite dans les machinations de l'État et de l'Église. Une épopée romanesque et intrigante à souhait en 3 volumes seulement. Et ça c'est très appréciable dans une saga manga. Si vous êtes lecteur de manga, je pense que vous comprenez tout à fait ce point de vue. Je continue avec les graphiques, mais cette fois les graphiques que je me suis procurés par moi-même. Alors je ne vais pas tous vous les montrer, mais j'avais pas mal de bons d'achat chez Gilbert Joseph. Et donc je me suis procuré plusieurs des tomes de l'édition Okage, donc de Naruto, qui comprennent donc, alors je vous l'explique un petit peu parce que je trouve que finalement il y a eu assez peu de promotions faites autour de cette édition là. Donc c'est publié chez Kana, c'est un manga de Masashi Kishimoto que vous connaissez certainement, je dirais que c'est l'un des plus grands classiques des shonen. Cette édition elle est vraiment bien pour plusieurs raisons. La première c'est que vous avez donc 2 tomes réunis en un volume qui est plus grand. Donc l'avantage c'est que ça prend un petit peu moins de place dans la bibliothèque, je dirais, même si je pense que clairement je me fourvoie et que j'essaie simplement de justifier l'achat de ces éditions là, mais surtout, et ça c'est une chose qui est vraiment très appréciable, alors attendez, je vais essayer de vous prendre un tome de départ pour ne pas vous spoiler certaines planches. Comme vous pouvez le voir, les dessins sont nettement plus gros, donc la lisibilité est bien meilleure et je dois reconnaître que c'est un confort de lecture qui est agréable sur une saga qui compte, me semble-t-il, 72 tomes. Donc je vous mettrai ici le chiffre exact si je me suis trompée. Mais en tout cas je suis vraiment très très contente de m'être procuré ces éditions. Ils sont à 15,50 € le tome, en sachant que donc comme je vous le disais, alors le tome 1 je l'avais trouvé à Easy Cash il y a un petit moment maintenant. Et ces tomes là il y en a quand même pas mal que j'ai eu d'occasion chez Gibert à peu près 10 €. C'était assez raisonnable compte tenu du fait que de toute façon j'avais j'ai eu les petits formats avant ça, donc finalement c'est un roulement qui m'a plutôt convenu je dirais. Et j'ai actuellement relu donc les tomes 1 et 2 et je vais enchaîner donc avec les tomes 3 et 4 et je pense que je vous ferai des vidéos peut-être sur les différents arcs de Naruto et que je ferai ça peut-être sur plusieurs sagas emblématiques que j'affectionne et que je découvre ou que je redécouvre actuellement. Je poursuis avec une série que je souhaitais lire depuis très 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 longtemps et que j'ai trouvé pour peu cher chez Bookin, donc à Nîmes je crois. Donc ils étaient à 3,50 € le tome. Donc ce sont les 3 premiers tomes de l'Atelier des Sorciers. Je pense que vous n'avez pas pu rater la sortie de cette saga qui a été vraiment plébiscitée sur les réseaux, qui a été très mise en avant. Pika a fait une jolie promotion autour, mais tous les influenceurs, entre gros guillemets, du secteur du livre ont vraiment répondu présent pour mettre en avant cette saga. Alors je pense que ce qui joue déjà d'une part ce sont vraiment la beauté des dessins, mais aussi le côté très candide des personnages.
mais aussi voilà, l'histoire qui visiblement est assez complexe, assez complète. Je suis impatiente d'en faire la lecture pour vous en dire un petit peu plus. Pour l'instant, je n'en sais pas beaucoup plus, tout simplement. Une autre saga que je souhaitais commencer depuis longtemps, donc Spy X Family. Ici, j'ai trouvé les tomes chez Micromania. Ils étaient à 3€ l'un, donc ça me fait 6€ les 2 tomes. C'est un petit peu moins que le prix d'un seul. Donc j'ai sauté sur l'occasion. J'aime beaucoup l'idée initiale de Spy X Family. Je vais vous lire le résumé pour ceux que ça intéresse. Twilight, le plus grand espion du monde, doit pour sa nouvelle mission créer une famille de toutes pièces afin de pouvoir s'introduire dans la plus prestigieuse école de l'aristocratie. Totalement dépourvu d'expérience familiale, il va adopter une petite fille en ignorant qu'elle est télépathe et s'associer à une jeune femme timide sans se douter qu'elle est une redoutable tueuse à gages. Ce trio atypique va devoir composer pour passer inaperçu tout en découvrant les vraies valeurs d'une famille unie et aimante. Voilà, je trouvais que ça avait l'air sympa. Et puis beaucoup de personnes parlent du fait que ce manga est assez drôle. Et c'est vrai que je ris assez peu en lisant. Donc ça peut être une expérience de lecture sympathique. Ensuite, il y a peu, j'ai revisionné Nana, qui est mon manga préféré. C'est d'ailleurs de là que vient mon pseudo, donc de Nana de Ayazawa, qui est un chef-d'œuvre absolu du josei, donc de ces mangas qui traitent beaucoup de la psychologie des protagonistes, mais aussi de ce passage à l'âge adulte, particulièrement chez les jeunes femmes. Et voilà, c'est vraiment le manga c'est mon manga, voilà, mon manga de cœur. Et il y a une autre saga, alors il y en a plusieurs, mais il y a donc Go Ginjo qui a été réédité il y a peu chez les éditions, il me semble que c'est Delcourt si je ne me trompe pas. Oui, Delcourt Tonkam. Donc Go Ginjo, par le passé, je vous mettrai les couvertures ici, c'était électrique, c'était un bleu qui était très pétant. Toutes les couvertures étaient vraiment tape à l'œil. Ici, on conserve les codes très colorés, mais on a quelque chose de plus épuré avec un seul protagoniste par côté de la couverture. Je ne sais plus m'exprimer. Donc sur la première et la quatrième. Et je trouve que c'est très élégant. Ça va être une saga que je vais prendre beaucoup de plaisir à relire puisque je l'avais énormément appréciée lorsque j'étais adolescente. Je trouve qu'Ayazawa a un talent incroyable. Et voilà, c'est vrai que bon, ce sont des choses qui sont un petit peu inspirées de sa vie puisqu'elle était passionnée, enfin, elle est toujours passionnée de mode notamment, qu'elle a beaucoup travaillé sur des défilés, qu'elle a très largement participé à faire connaître Vivienne Westwood à un public autre que le public plus luxe, je dirais. Et à côté de ses influences dans le milieu de la mode, elle a également une culture de la musique punk ou de la musique un petit peu underground qui est très étoffée et qu'elle parvient avec brio à mettre en lumière dans ses écrits. Et je trouve ça formidable. Donc voilà, Go Ginjo, très contente de les retrouver du coup parce que je les avais dans cette ancienne édition que je vous mets là, donc du coup comme je vous le disais. Mais depuis je les ai revendus. Et parce qu'au fil des déménagements, pour tout vous dire, la seule saga que j'ai conservée en manga vraiment de mon adolescence, c'est-à-dire que j'ai lu le premier tome sur le premier tome qui est encore dans ma bibliothèque, c'est Nana, et déjà c'est 21 tomes, et je pense avoir déménagé peut-être une dizaine de fois. J'ai dû me séparer de sagas comme Tsubasa Reservoir Chronicle que j'adorais, comme Go Ginjo, comme Naruto, One Piece, j'ai plusieurs fois commencé à acheter les sagas. Bon, maintenant que je me pose un petit peu, je me dis que je peux me permettre de racheter un petit peu des mangas et de les conserver dans ma mangathèque parce que ça me fait plaisir déjà et aussi parce que j'adore relire certains tomes. Plein de mangas en fait de cette époque pour X de Clamp, pour d'ailleurs tout ce qu'ont pu écrire les autrices de Clamp. J'ai également beaucoup relu les Fairy Tail à une époque, les Dragon Ball, bref. Passons, en tout cas, j'ai toujours eu un attrait pour le manga assez important qui est venu de mon grand frère d'une part, mais aussi de la connaissance que j'ai pu créer, que j'ai pu aussi étoffer. Et aussi l'autre critère, et je ne vais pas vous mentir parce que clairement moi c'est ce qui a radicalement changé aussi ma façon de consommer le livre, c'est à partir du moment où j'ai eu une situation économique plus stable, puisque quand j'étais étudiante je ne pouvais pas forcément me permettre d'accumuler les mangas faute de place et d'argent. Donc voilà, c'est vrai que là aujourd'hui c'est un petit peu le paramètre qui diffère. Bref, ce n'était pas le sujet, je suis désolée, je me suis égarée, je reprends. Donc une série en 2 volumes qui est Happy Land de Shingo Honda,
Amanda qui est publiée chez les éditions Omake, pardon, que je ne connaissais absolument pas. J'ai découvert cette duologie sur la chaîne de Mademoiselle Soso, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos, qui parle uniquement de manga, enfin majoritairement en tout cas de manga, plus généralement de la culture japonaise. Et donc on est sur un manga horrifique. Je vous lis le résumé, mais personnellement je suis 100% convaincue que ça va me plaire parce qu'on retrouve tous les éléments clés de ce que j'aime dans les récits horrifiques et particulièrement en manga. La famille Komiya est une famille sans histoire. Les deux parents s'aiment et sont aimants envers leurs deux enfants. Ces derniers également évoluent bien et sont en bonne santé. Bref, en apparence, ils avaient tout pour être heureux. Jusqu'à ce qu'ils prennent la décision de se rendre à Happy Land où leur bonheur va littéralement exploser. Donc Happy Land, c'est une espèce de fête foraine, j'imagine. J'aime beaucoup ces ambiances dans les récits horrifiques, donc c'est top. Je pense que je vais adorer. Je passe maintenant au roman. Je vais essayer de commencer par tout ce qui est horrifique. Alors je trie un petit peu horrifique ou post-apo, dystopique, science-fiction, tout ce qui va être un petit peu dans ce registre-là. Patrick Sénécal avec Elle.com, qui est un roman publié ici dans une édition québécoise. Donc Patrick Sénécal, c'est un écrivain qui écrit majoritairement du thriller et de la littérature horrifique. J'ai déjà lu Les 7 jours du Talion que je n'ai pas du tout apprécié, je n'ai pas aimé la plume, je n'ai pas forcément aimé la violence que je trouvais parfois peut-être un petit peu trop explicite à la limite de la pornographie. C'est quelque chose que j'aime moyennement. Alors je peux apprécier ça selon comment c'est fait. Par exemple, j'ai adoré Le corps exquis de Poppy Z. Bright, qui est pourtant gore, sale et tout ce que vous voulez, mais écrit avec une plume qui porte vraiment le récit. Bon, c'était un petit peu ce que j'avais reproché aux 7 jours du Talion, même si voilà, ça c'était resté divertissant sans aucun problème. Le scénario initial de Elle.com me hype complètement. On est ici avec un homme qui a la quarantaine, qui est un homme d'affaires, qui gagne énormément d'argent, qui va retomber sur une vieille connaissance et cette vieille connaissance va lui proposer de s'inscrire sur Elle.com, qui est un site sur lequel on peut obtenir absolument tout ce qu'on veut. Et de ce que j'ai compris, et d'ailleurs de ce que laisse présupposer le titre, vous vous doutez bien qu'il va y avoir un rapport avec le diable, l'enfer, etc., etc. Et je pense que ça peut être très intéressant, cette dimension fantastique, à voir comment elle est traitée par Patrick Sénécal. Je vais vous parler de confort de lecture. Voilà, du confort de lecture. Je pense que c'est un des livres que j'ai eu le plus de mal à lire en poche. Alors, j'ai eu énormément de chance. Il y a quelques années, un abonné m'a envoyé La Maison des Feuilles en édition poche. Il faut savoir qu'à ce moment-là, La Maison des Feuilles n'avait pas été republiée, donc il était quasiment impossible de se procurer ce titre. Et il me faisait envie à un point déraisonnable. J'ai été absolument ravie de recevoir ce titre. Ça a été un cadeau formidable et j'en ai fait la lecture sur un format donc poche. Je n'ai malheureusement pas pu terminer la lecture de ce titre parce que j'étais dans une période un petit peu difficile, mais aussi parce que le format poche ne se prête absolument pas à la mise en page demandée par La Maison des Feuilles. C'est une mise en page extrêmement exigeante, donc comme vous pouvez le voir, vous avez par exemple ici des notes de bas de page qui tiennent énormément de place. Vous avez encore vous voyez ce type de choses, donc des petits carrés. Vous avez des mots, alors particulièrement le mot maison, c'est le seul d'ailleurs qui est mis en couleur dans le texte, mais voilà, tous ces petits détails, on ne les voit quasiment pas sur l'édition poche. Donc il me fallait le grand format pour poursuivre ma découverte de ce titre que vraiment j'adore. Je suis conquise par la plume, je suis surtout conquise par la capacité de l'auteur à créer quelque chose de labyrinthique et à s'y retrouver tout le temps. On sent que lui, il sait où il veut nous mener, alors que nous, on est égarés, perdus, abandonnés. C'est vraiment un récit que je vous recommande si ça va pas trop mal en ce moment quand même, parce que je dois reconnaître que d'un point de vue de la santé mentale, on peut être affecté de plusieurs façons, mais notamment par le fait que l'atmosphère est extrêmement anxiogène, que les protagonistes sont complètement versatiles, complètement changeants, et que cette maison finalement exerce un pouvoir assez déroutant sur les protagonistes. Pour vous reposer un petit peu le contexte, mais je vous mettrai peut-être des vidéos beaucoup plus documentées sur la question si ce titre-là vous intéresse.
La Maison des Feuilles, c'est 3 temporalités, c'est 3 récits, donc vous avez des récits enchâssés. Dans un premier temps, on va suivre donc un homme qui va retrouver des documents rapportant ce qui se trouve sur des cassettes, et ces cassettes ont été filmées par donc un homme qui s'est installé donc avec sa famille dans une maison, et au sein de cette maison, il se trouve que quelque chose de très bizarre va se produire, c'est que les mesures de la maison à l'intérieur et à l'extérieur de la maison ne vont pas être les mêmes, et plus le temps va passer, plus l'espace va se distordre au sein de cette maison, et on va se rendre compte que finalement elle n'est pas du tout régie par les mêmes lois que les lois du monde plus classique, je dirais, ou de l'extérieur. Et nos protagonistes vont goûter à une horreur qui est une horreur vertigineuse, qui n'a rien à voir avec quelque chose de classique, de consensuel. On est vraiment sur cette espèce de phobie des très grands espaces. Ça joue aussi sur les peurs beaucoup plus primaires, comme la peur du noir, comme la claustrophobie. Bref, pour tout ça, c'est top, c'est vraiment super bien fait dans La Maison des Feuilles, donc je vous le recommande. Mais voilà, si vous êtes pas trop mal en ce moment, c'est un petit peu le critère. Ensuite, Le Masque de l'Oubli de Dean R. Koontz, donc dans ses anciennes éditions Pocket qui ont un côté un petit peu vintage, rétro, que j'aime bien. De Dean Koontz, je crois que je n'ai rien... Alors attendez, je vérifie quand même parce qu'il me semble que j'avais lu un slasher que je n'avais pas trop aimé, mais alors est-ce que c'est de Dean Koontz? Oui, donc c'est ça, c'était Le Visage de la Peur. Je n'avais pas beaucoup aimé, je n'avais d'ailleurs pas terminé ma lecture. On était dans un slasher, mais alors là, pareil, pornographique. Vraiment écœurant, pas du tout dans les mêmes codes, je ne sais pas, que par exemple Un clown dans un champ de maïs dont je vous ai parlé récemment, qui est beaucoup plus, je dirais, enfantin, simpliste, mais qui n'a pas ce côté trop exubérant, trop dans l'exposition gratuite de choses discutables et horribles. Bref, donc Le Masque de l'Oubli, je vous lis le résumé. Elle avait surgi de nulle part au beau milieu de la circulation, se jetant devant les roues de leur véhicule. Une adolescente qui n'avait ni passé, ni famille, ni souvenir. Très vite, Carole et Paul s'étaient sentis irrésistiblement attirés vers elle. Pour eux, c'était l'enfant qu'ils n'avaient jamais eu. En utilisant l'hypnose pour l'aider à recouvrer la mémoire, ils croyaient lui venir en aide. Jamais ils n'auraient pu imaginer l'horreur tapie derrière Le Masque de l'Oubli. On a l'air d'être dans quelque chose d'un petit peu plus psychologique, à voir ce que ça donne, puisque je connais finalement très peu Dean Koontz. Ensuite, La Route de Cormac McCarthy, c'est un livre que j'ai déjà lu, que j'ai étudié en séminaire à la fac, donc je ne vais pas revenir dessus. C'est un livre extrêmement épuré, extrêmement dur, qui met en scène donc un père et son fils qui tentent de survivre dans une société devenue, après l'effondrement de la société, dans un univers qui est absolument hostile à la vie. C'est aussi un ouvrage qui va beaucoup critiquer, enfin donner une perspective de l'humain qui est assez pessimiste, assez négative, donc il est assez difficile à lire pour cette raison-là. De façon générale, Cormac McCarthy est extrêmement humain dans la façon dont il parle de ses protagonistes et dont il les décrit. Il n'est pas du tout dans une espèce de manichéisme absurde ou trop poussé qui viendrait faire perdre en crédibilité à ses personnages, pas du tout, et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Je me suis procuré ce titre parce que je l'ai trouvé d'occasion déjà, mais aussi parce que je voulais refaire la lecture depuis un petit moment, donc je me lancerai, je pense, lorsque j'en ressentirai l'envie, tout simplement. Je poursuis avec un ouvrage un petit peu étrange, donc publié chez Monsieur Toussaint l'Aventure. Il s'agit donc de Watership Down de Richard Adams. Je vous montre la couverture, je la trouve vraiment somptueuse. Vous avez également le dos du livre qui est très beau. Alors, dans cette histoire, on est dans quelque chose d'un petit peu obscur dont je ne vais pas vraiment pouvoir vous parler. Si vous êtes curieux d'en savoir un petit peu plus, que cette couverture vous a intrigué, sachez simplement qu'on est dans un récit un petit peu... de ce que j'ai pu comprendre, un petit peu cringe, je ne vois pas comment l'exprimer autrement. C'est un ouvrage issu de la littérature de l'imaginaire, mais je ne peux pas vous en dire beaucoup plus et j'en suis vraiment navrée. J'espère en tout cas qu'il aura piqué votre curiosité parce que je n'en ai vu que des bons retours. Ensuite, La Galaxie vue du sol de Becky Chambers, donc c'est un des tomes de la saga Les Voyageurs. Je ne vous en parle pas plus parce que je n'ai toujours pas lu l'espace d'un an, qui était dans ma pile de l'été et qu'il faut absolument que je sorte. Je pense que vous allez le retrouver dans ma palle pour le Pumpkin Autumn Challenge ou quelque chose comme ça, mais en tout cas voilà, il sera lu parce que de toute façon là pour l'instant cette année je n'ai lu que Apprendre si par bonheur de Becky Chambers et je voudrais quand même pouvoir avancer un petit peu ma découverte de cette autrice que j'apprécie beaucoup.
Une autre petite série que j'aime beaucoup, alors collection que j'aime beaucoup, qui est publiée donc chez Le Passager Clandestin, et c'est la collection 10 chroniques. Donc ici nous avons La Montagne sans nom de Robert Sheckley, donc ce sont des couvertures comme vous pouvez le voir qui sont extrêmement sobres. Et ici nous avons Nous mourrons nus de James Blish. Alors concernant le James Blish, donc en 1969, James Blish imagine un basculement géologique causé par l'espèce humaine, donc c'est le postulat. Et en 1955, Robert Sheckley imagine le dernier des grands projets inutiles. Bref, ces petits titres, je vous les avais... Je ne vais pas les chercher, j'allais me motiver à les récupérer les autres, mais je vous en ai parlé récemment avec Audience Captive et avec Destination Fin du Monde, qui sont deux petites nouvelles que j'ai beaucoup appréciées, qui étaient anciennement publiées, je vous mets les photos par là, dans des ouvrages qui n'existent plus, qui sont publiés chez, je crois que c'est J'ai lu SF, dans lequel vous aviez donc, je sais pas, histoire de robots, histoire de l'espace, histoire... bref, tout un tas de petites histoires qui groupaient, donc c'était des recueils de nouvelles de divers auteurs. Et donc cette maison d'édition a choisi, je suis désolée, j'ai une dit qui fait tomber les livres, de publier ces petites nouvelles de façon autonome. Et je trouve ça très bien parce que vraiment quand vous voyez les formats des livres, vous pouvez vous poser... je sais pas, une petite heure et vous dire tiens, j'ai envie de découvrir un texte un petit peu dystopique, un petit peu avec un petit peu de science-fiction, sans que ce soit trop exigeant. Alors d'un point de vue stylistique, tout ce que j'ai lu pour l'instant était très intéressant. Je dirais même que les scénarios l'étaient également. C'était vraiment des scénarios à chute, donc qui respectaient tous les codes conventionnels de la nouvelle. C'était très agréable malgré la brièveté des textes. Donc personnellement je trouve que cette brièveté était une plus-value jusqu'ici. J'ai terminé avec la partie SF. Je poursuis avec un petit peu de fantasy. L'Empire d'écume d'Andrea Stewart, le tome 3, La guerre des éclats d'os de Andrea Stewart, mais je vous l'ai déjà dit. Donc c'est publié chez les éditions Brajlon. Je les remercie pour cet envoi. C'est une saga que j'avais beaucoup appréciée, qui présentait des protagonistes très divers, qui avaient des psychologies très bien amenées, qui s'ancraient donc chacun dans des univers un petit peu différents. C'était vraiment très cool. L'univers, la magie repose sur la magie des eaux, donc on a tout un gouvernement qui va venir réquisitionner les eaux de son peuple pour parvenir à créer des espèces de rituels, si je me souviens bien. Je dois reconnaître que j'ai lu le tome 1 il y a un petit moment maintenant, donc mes souvenirs sont assez diffus, mais je suis impatiente de lire le tome 3 puisque c'est vraiment une saga que j'avais trouvée originale. Surtout compte tenu du fait que maintenant voilà, vous avez beaucoup quand même de sagas qui se ressemblent, ou à la simple lecture du résumé vous avez l'impression d'avoir déjà lu 1000 fois ce scénario. Là c'était assez original je trouvais. Ensuite je poursuis avec Souvenir de Marnie qui est encore sous blister. Donc c'est un ouvrage qui m'a été présenté comme un titre très joli, très doux, donc le roman culte adoré par Hayao Miyazaki et adapté au cinéma par le studio Ghibli. Je n'ai pas vu le film donc je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus. Des retours que j'en ai vus, c'est un ouvrage qui parle d'amitié, qui parle des enjeux plutôt de certaines relations, qui parle d'un petit peu de la construction, l'établissement, la création des liens et la complexité que cela peut représenter. Je passe à des choses un petit peu plus classiques. Je commence avec Une question de mort et de vie de Irvine D. Yalom et Marilyn Yalom, qui est un ouvrage qui va parler de la perte de l'être aimé, puisqu'on va suivre un couple qui partage donc 70 années d'existence, et au terme de ces 70 années, la femme, Marilyn, va décéder des suites d'une maladie, et on va donc suivre ici le récit de cette mort, le récit de cette vie qui s'effondre, et d'une nouvelle vie, d'une nouvelle ère qui commence pour Irvine. Et voilà, c'est un texte qui me faisait très envie et c'est une thématique en ce moment que j'aime beaucoup explorer, puisque je vous l'ai déjà dit à de multiples reprises, depuis que j'ai perdu ma grand-mère, c'est vrai que c'est une thématique que je recherche d'autant plus dans la littérature. Et donc ce titre s'inscrivait parfaitement dans cette lignée-là. L'autre titre qui s'inscrivait magistralement dans cette thématique-là, c'est Roland Barthes avec Le Journal du Deuil, qui est vraiment présenté comme un chef-d'œuvre absolu. Alors c'est beaucoup plus bref, on est vraiment sur une forme
sur la forme du journal. Et cette forme, je pense qu'elle va permettre déjà de rentrer dans l'intimité profonde de l'auteur, aussi dans ses considérations peut-être plus à vif, avec cette langue qui est très propre à Roland Barthes, qui est tout à la fois exigeante, technique, avec un côté, je dirais, c'est presque un ingénieur de la langue, Roland Barthes. Et pour toutes ces raisons, voilà, et d'autant plus pour la thématique, je suis curieuse de lire ce titre en sachant que ici, Roland Barthes explore donc la question de la perte de la mère puisqu'il écrit cet ouvrage il écrit en tout cas ce journal suite à la perte de sa maman. Donc je pense que c'est tout indiqué actuellement pour moi. Ensuite, toujours dans les titres plus classiques, alors j'essaye un petit peu de faire du rangement parce qu'ensuite je ferai la philosophie en dernier. Et je pense que là on est bon. Voilà. Donc La mort heureuse d'Albert Camus, qui est le premier roman que commence Camus donc en 1938. Roman qu'il abandonne pour se consacrer à l'écriture de l'étranger. Et pourtant, quel roman, paraît-il. J'en entends que du bien. Et d'ailleurs, il est clairement invisibilisé par La peste et l'étranger. Mais voilà, il a vraiment une réputation qui le précède. Moi, j'en ai entendu énormément de bien, que ce soit durant mes études ou là, plus récemment, sur certains comptes Instagram qui se sont mis. Je ne sais pas pourquoi, il y a parfois des titres comme ça qui pop dans mon fil d'actualité et que je me mets à voir partout. Et ce titre-là en fait partie. C'est pour cette raison que je me le suis procuré. Je me suis dit qu'il était peut-être temps de retourner à Camus. Classique des classiques, Le loup des steppes d'Hermann Hesse. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous présenter ce titre-là. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur n'importe quel bon site de résumé, d'avis, de citations. Mais ce sera ma découverte de la plume d'Hermann Hesse puisque je n'ai rien lu de cet auteur. Je n'avais plus de batterie comme d'habitude. Je vous disais donc Le procès de Kafka. Je n'ai lu que La Métamorphose, livre qui m'a profondément déroutée. Et je pense qu'il est temps de renouer un petit peu également avec Kafka. D'ailleurs, j'ai arrêté de lire Kafka, c'était un petit peu la même époque que Camus. Je ne sais pas pourquoi j'étais dans une effervescence, une boulimie de ce type d'auteurs dont j'entendais beaucoup parler à la fac, qui sont tout à la fois présentés comme philosophes et écrivains. Alors bon, pour le cas de Camus est nettement plus facile à trancher, je dirais. Celui de Kafka l'est un petit peu moins, mais c'est vrai que ce soit sa formation, la densité de sa culture tout simplement, voilà, ça fait que bon, il y a une espèce d'interrogation un petit peu quant à où classer Kafka. Et je pense que Le procès fait partie de ces ouvrages qui troublent d'autant plus l'universitaire qui tenterait potentiellement de classer cet auteur. Kafka il s'illustre majoritairement dans la littérature de l'absurde, et dans Le procès on va suivre un homme qui est accusé de quelque chose mais il ne sait pas de quoi, et on va suivre un petit peu l'évolution de ce procès. Je suis, voilà, une fois de plus impatiente de le lire et je vais arrêter de vous dire ça. Un titre que je ne connaissais absolument pas, que j'ai découvert sur un compte Instagram, mais alors je ne sais plus. Je ne sais plus, mais Imre Kertész, Être sans destin, qui est un roman hongrois. Traduit donc par Natalia Zaremba Usvai et Charles Zaremba, et qui est publié donc chez Babel, donc la collection poche de chez Actes Sud. Et donc ici on va suivre donc de son arrestation à Budapest à la libération du camp. Un adolescent a vécu le cauchemar d'un temps arrêté et répétitif, victime tant de l'horreur concentrationnaire que de l'instinct de survie qui lui fit composer avec l'inacceptable. Parole inaudible avant que ce livre ne la vienne proférer dans toute sa force et ne pose la question de savoir ce qu'il advient quand l'homme est privé de tout destin de son humanité. Imre Kertész ne veut ni témoigner ni penser son expérience, mais recrée le monde des camps au fil d'une impitoyable reconstitution immédiate dont la fiction pouvait seule porter le poids de douleur. Cette œuvre dont l'élaboration a requis un inimaginable travail de distanciation et de mémoire dérangera tout autant ceux qui refusent encore de voir en face le fonctionnement du totalitarisme que ceux qui entretiennent le mythe d'un univers concentrationnaire manichéen. Les contes de l'abbé Cache de Maupassant, je ne vous en dis pas plus, recueil de nouvelles de Maupassant qui s'inscrit donc dans le même esprit que les contes du jour et de la nuit, donc ce sont des récits plus réalistes je dirais, et de façon générale j'aime beaucoup Maupassant, j'en ai déjà lu quelques-uns, je ne les avais pas tous lus donc c'était l'occasion de les avoir tous. Le fameux Sfeg du Book Haul, vous savez qu'aucun Sfeg ne se déroule
Aucun book haul, pardon, ne se déroule sans un ouvrage de Zweig. Donc, brûlant secret. Comment le désir et la passion enracinés au fond de chaque être peuvent le révéler à lui-même et le bouleverser son destin. Tel est le secret que tentent de percer les 4 récits qui composent ce volume. L'éveil de la jalousie chez un garçon de 12 ans qui a innocemment rapproché sa mère et le jeune vacancier oisif dont l'amitié l'emplissait de fierté. La dérive nocturne d'un homme qui découvre au contact des voyous et des prostituées une part inconnue de lui-même. Le mystère d'une jeune femme qui se donne sans vouloir révéler son identité. La rivalité de 2 sœurs, l'une religieuse, l'autre courtisane. Je vais arrêter cependant d'acheter des ouvrages de Zweig, même si je les trouve vraiment pas chers. Celui-là, je l'ai payé 2 €. Mais je vais arrêter parce que je commence à en avoir un bon petit paquet et que je n'avance pas vraiment dans mes titres de Zweig. Allez, je vais terminer avec tout ce qui est anthologie et philosophie. Donc, anthologie de la littérature latine, ça c'est parce que, comme vous le savez peut-être, parce que j'en ai parlé à plusieurs reprises, j'ai commencé à prendre des cours de latin et je voulais me replonger un petit peu dans la littérature latine. C'est vrai que lorsque j'ai préparé le CAPES de lettres modernes, on s'arrête au XVIe siècle à peu près. Alors moi personnellement, j'ai fait l'erreur, disons, je dirais l'erreur d'un point de vue de mes révisions CAPES, mais que j'ai eu la bonne idée pour moi en tant que personne de commencer par le Moyen-Âge en fait. Je me suis vraiment plongée assidûment dans les lectures du Moyen-Âge, même si elles n'étaient pas au programme du CAPES. Et j'ai délaissé l'antique, en sachant que l'antique c'était ce sur quoi je travaillais majoritairement lorsque j'étais en philosophie. C'est un petit moyen, je pense, d'y retourner, en sachant que j'ai quand même beaucoup de textes latins à lire. Je pense notamment à j'ai la vie de 12 César de Suétone que j'ai ramené de Rome. J'en ai plein, beaucoup de textes qui sont très historiques parce que dans l'antique finalement on a beaucoup de textes plus historiques, mais ou tout du moins qui ont une certaine valeur historique. Mais voilà, bon, en tout cas il faut que je m'y remette et j'ai envie de m'y remettre. Je vais poursuivre avec je vais essayer de pas être trop... Bon, allez. Non, on va partir là-dessus. Lucrèce de la nature, donc De Rerum Natura, qui est donc un ouvrage que j'ai étudié lorsque j'ai fait mon mémoire en philosophie. Je voudrais me replonger dans ce titre-là parce que lorsque j'étais un petit peu en train de réfléchir à l'idée de reprendre un mémoire croisé ou d'envisager une thèse, etc. etc. Et j'ai beaucoup travaillé donc sur l'idée de l'infini chez Giordano Bruno, donc avec... des espèces de différents degrés de perfection de l'infini. Bon, enfin, c'est assez spécifique. Et c'est vrai que, bon, voilà, j'avais un petit peu abordé Lucrèce dans mes chapitres introductifs et je voulais me remettre un petit peu à la lecture du De Rerum parce qu'il y a eu plein de choses dedans qui étaient intéressantes et surtout parce que j'aime bien voir les arguments, les contre-arguments des systèmes philosophiques et des systèmes de pensée. Donc dans le De Rerum, on a une espèce de tentative d'explication du monde tout simplement et aussi de compréhension, je dirais, du fonctionnement des orbes célestes, de la place de la Terre dans le système solaire, qu'on ne nomme pas forcément de cette façon à toutes les époques d'ailleurs. Bref, c'est pour cette raison que je me le suis procuré. Je poursuis, et là on n'a que de la philosophie contemporaine. Il y a un autre livre de Camus qui est Le mythe de Sisyphe que j'ai déjà lu quand j'étais adolescente et que j'ai relu en première année de licence, que je n'avais plus dans ma bibliothèque et que je voulais absolument. Le mythe de Sisyphe, c'est ce fameux texte de Camus qui commence donc par une phrase que vous avez peut-être déjà entendue, qui est très percutante et qui est éminemment intéressante à étudier. Je dirais qu'il ne faut pas la sortir de son contexte, elle est vraiment très dense et très importante et finalement elle met en exergue la question du suicide compris par le prisme de l'absurde et ça c'est assez intéressant. Donc il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie. Le reste, si le monde a 3 dimensions, si l'esprit a 9 ou 12 catégories, vient ensuite. Ce sont des jeux, il faut d'abord répondre. Et s'il est vrai, comme le veut Nietzsche, qu'un philosophe, pour être estimable, doit prêcher d'exemple, on saisit l'importance de cette réponse puisqu'elle va précéder le geste définitif. Ce sont là des évidences sensibles au cœur, mais qu'il faut approfondir pour les rendre claires à l'esprit. Bref, voilà. Donc c'est ce fameux il n'y a qu'un seul problème philosophique sérieux, c'est le suicide. Cette fameuse phrase qui a beaucoup fait parler. Je poursuis donc, d'ailleurs puisqu'il était mentionné, Nietzsche avec donc Le crépuscule des idoles et Ainsi parlait Zarathustra, 2 titres qui n'ont absolument rien à voir.
Mais donc le Crépuscule des Idoles, ça fait longtemps que je dois le lire. Que je ne me le procure pas, que je traîne, et je me suis dit voilà pourquoi pas, en sachant que j'ai un petit peu du mal à lire Nietzsche, hein, je ne vais pas vous mentir, pour moi je ne le vis absolument pas comme une révélation de quoi que ce soit quand je lis Nietzsche, mais je sais pas, à voir, j'avais envie d'y retourner, et titre que je n'ai jamais terminé, je le dis, je le déplore, je n'ai jamais terminé Ainsi parlait Zarathustra, il y a des choses que je trouve très bien dedans, c'est très intéressant, mais voilà, personnellement, ça ne m'a pas transcendée, tout du moins quand j'ai essayé de le lire. Alors j'étais en première année de licence, j'avais peut-être un background moins important que maintenant, j'étais moins vieille aussi tout simplement. Peut-être que je verrais ça différemment, mais après de façon générale j'ai un petit peu de mal avec la pensée de Nietzsche, peut-être après parce qu'elle m'est encore très obscure et parce que finalement tout ce que j'en sais c'est ce que j'ai pu étudier de façon assez brève dans certains séminaires, en sachant que Nietzsche n'est absolument pas mis en avant dans le cursus philosophique que j'ai pu suivre. Et c'est aussi parce que plus tard il y a des philosophes qui m'ont beaucoup plus intéressée, notamment celui-ci, donc Clément Rosset avec Le réel et son double. J'aime beaucoup Clément Rosset, je l'ai lu à de multiples reprises. Là aussi, c'était pour mon mémoire de recherche en philosophie, je travaille sur l'ennui, la représentation de l'ennui. Et bon voilà, c'était difficile de ne pas passer par Rosset qui quand même parle beaucoup du réel, du rapport au réel, de ce que ça implique, de ce que ça induit, des sentiments qui peuvent naître chez l'homme. Finalement, il parle beaucoup, et d'ailleurs c'est ce qu'on trouve dans ce titre-là, je l'ai déjà lu donc il y a un moment maintenant. C'est le fait que finalement notre esprit est limité dans sa perception du réel, ce qui jusque-là est assez conventionnel comme pensée, mais il essaie un petit peu de fouiller, de comprendre pourquoi. Tout un tas d'interrogations qui ont un côté très factuel et en même temps très métaphysique, ça c'est une des particularités je trouve de la pensée de Rosset et que j'aime beaucoup. Je l'avais découverte grâce à un de mes meilleurs amis donc qui a d'ailleurs sorti son roman très récemment et dont je vous parlerai prochainement puisque je suis censée récupérer le roman demain ou après-demain. Et c'était grâce à lui donc que j'avais découvert Clément Rosset. Suite à ma lecture de Sioran notamment, et voilà, j'avais beaucoup aimé, donc j'ai très envie de retourner dans ces écrits là. Je trouve que les titres de Clément Rosset sont difficiles à trouver en librairie, en tout cas à Gilbert Joseph je n'en vois jamais, donc là c'est pour ça que j'ai sauté sur l'occasion. Et en plus, voilà, il était d'occasion, il était à 5 €. J'ai enfin terminé ce book haul, je voulais aller vite, visiblement je n'en ai pas été capable, je m'en excuse. Avant d'oublier, pensez au pouce bleu sous la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et je m'excuse aussi, j'ai oublié, pour l'éclairage, je ne sais plus si je l'ai fait en début de vidéo parce que je parle maintenant depuis 40 minutes. Donc voilà, je m'excuse, simplement je n'ai pas eu le temps de tourner plus tôt. Et voilà, donc, du coup les impératifs font que voilà, j'ai dû tourner le soir et la luminosité n'est pas terrible. Je vous remercie encore et je vous dis à bientôt.